Alors, Madame, Monsieur le Ministre, chers collègues rapporteurs et chers collègues, j'ai bien noté la souplesse que vous alliez accorder en termes de compétences. Juste avant cette réunion, j'avais un collègue dans une communauté de communes qui a été reconfigurée, qui appartient à une autre communauté de communes, qui lui avait l'eau et l'assainissement en régie, et qui se trouve dans une communauté de communes où il y a eu délégation de la part des communes. Donc si j'ai bien compris, Monsieur le Ministre, d'ailleurs le courrier que vous lui aviez adressé, parce qu'il me l'a envoyé, lui permettra donc de conserver l'eau et l'assainissement en régie. Donc j'apprécie beaucoup la souplesse à l'occasion de ce nouveau texte, si j'ai bien compris, et si le texte va jusqu'au bout, ce que j'espère. On l'a dit, les maires doivent participer à la gouvernance des communautés de communes. Or, plus elles sont grandes, plus c'est uniquement le bureau, qui est composé d'un nombre souvent très limité de maires, et avec des adjoints par ailleurs, qui peuvent être vice-présidents de la communauté de communes, qui décident. Et ensuite, bien évidemment, d'où l'utilité qu'il y ait chaque année, ou plusieurs fois par an, des conseils de maires pour savoir où l'on va, et que les maires des petites communes ne soient pas de simples exécutants. Heureusement que le travail du Sénat avait permis à des communautés de communes d'atteindre le seuil de 5000 habitants, ce qui permet, dans des territoires très ruraux, d'arriver à ce que nous nous administrions de façon convenable. Et ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, d'extrêmement important et une plus-value du Sénat. Les visites de terrain nombreuses que nous faisons les uns et les autres, que nous avons faites cet été, mais que nous faisons tout au long de nos mandats, nous montrent, et je vais un petit peu conforter ce qu'a dit mon collègue Dany Wattebled, qu'il y a un besoin de la part des maires, une nécessité ou une demande pour les prochaines élections d'avoir un abaissement du nombre de conseillers municipaux. Pourquoi ? Parce que vous avez noté les uns et les autres qu'il y avait des difficultés à constituer des listes pour les prochaines élections. Or, quand on est de 0 à 100, si on a 7 conseillers municipaux, quand on est à 101, il en faut 11. Et que vous êtes tous assez bons en mathématiques, vous savez que ça fait plus de 10% de la population. Alors, on pensait peut-être que de 0 à 200, on pouvait en avoir 7 et que l'on pouvait baisser de 200 à 500 de 11 à 9 et de 500 à 1500 à 13. Ce qui permettrait, parce que nous avons constaté aussi, parallèlement, d'avoir un scrutin proportionnel plus bas pour la parité, puisqu'aujourd'hui c'est 1000, pourquoi pas descendre, comme l'a proposé mon collègue, à 200, mais en baissant le nombre de conseillers municipaux, d'avoir aussi, parce qu'on a constaté qu'à 1000 habitants, le scrutin proportionnel, il y avait souvent des listes uniques. Or, nous sommes tous pour la démocratie ici, et nous l'avons dit. Et donc, ce qu'il nous faudrait, c'est avoir peut-être de temps en temps un petit peu de concurrence. En baissant le nombre de conseillers municipaux, vous donnez la possibilité à ces adversaires politiques de constituer aussi des listes. Donc, on pourrait, de ce fait, abaisser, comme cela, jusqu'à 200, pourquoi pas, au nom de la parité et de la capacité, avec la baisse, d'avoir des listes concurrentes, la démocratie dans nos territoires. Ensuite, il y a une chose à laquelle on ne pense pas, qui est très difficile. C'est l'insécurité, je la mets entre guillemets, démographique. Les maires aujourd'hui qui veulent constituer leur liste municipale, ceux qui sont à 495, ils ne savent pas s'ils vont dépasser les 500. Ceux qui sont à plus de 1000 ou moins de 1000 ne savent pas s'ils vont avoir un scrutin proportionnel. J'ai interrogé le directeur adjoint de l'INSEE. Il y a une complexité dans le calcul. Enfin, c'est complètement inadmissible qu'à 3 mois des élections municipales, les collègues qui veulent se lancer dans l'aventure municipale ne puissent savoir combien de conseillers municipaux ils auront, parce qu'ils ne savent pas dans quelle strate ils seront, quel est le mode de scrutin qui leur sera appliqué, s'ils sont à plus de 1000 ou à moins de 1000. Donc, il faudrait quand même que nous ayons dans ce texte la possibilité, au moins un an avant, de fixer le seuil démographique des strates à laquelle nous appartiendrons le jour des élections municipales. Il me semble que ce serait pour les maires une sécurité pour qu'ils puissent se lancer ainsi dans des élections municipales à venir. Je vous remercie beaucoup. Madame et Monsieur les ministres. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être là aussi concis. Toutes les réflexions pour les sénateurs Wattebled et Marc, puisque vous vous rejoignez dans la philosophie de vos interventions respectives,
toutes les réflexions sur l'abaissement du déclenchement de la proportionnelle, le nombre de colistiers, etc., sont vraiment des réflexions sur lesquelles nous sommes ouverts, mais qui, par définition, je le dis d'ores et déjà, ne pourraient trouver application que pour les municipales de 2026. Puisque, comme vous le savez, on ne peut pas toucher aux règles du jeu, désormais, pour les élections municipales de 2020. Mais je le dis pour aussi la presse et tous celles et ceux qui nous regardent, de ne pas donner l'impression que nous réfléchirions à une modification pour 2020. Sauf que les effets de bord massifs sur le mode de scrutin, sur autant de collectivités, avec une loi promulguée 2 à 3 mois, que sais-je, 3 mois, on l'espère, avant l'élection municipale, le risque constitutionnel, il est pas que neutre. Et je pense qu'il faut faire attention là-dessus. Certaines associations d'élus, dont la MRF par exemple, font des propositions encore plus radicales d'ailleurs. On ne s'arrête même pas à 200, on fait la proportionnelle intégrale partout et on tolère l'incomplétude des listes qui font partie d'un bon sens local, sans forcément d'ailleurs réduire définitivement le nombre de conseillers municipaux dans les strates, parce qu'il peut arriver qu'un mandat, on cherche du monde, et puis que le mandat d'après, on ait le monde qui va bien. Donc des choses peuvent complètement se regarder sur cette affaire-là, mais on a le temps de le faire, parce que par définition, ce n'est pas pour mars 2020. Mais je sais qu'à l'Assemblée nationale, un certain nombre de propositions également vont sur ce sujet. Je ne sais pas si Monsieur le Président Bas, c'est envisageable, mais peut-être aussi une réflexion un peu consensuelle entre l'Assemblée et le Sénat en amont sur cette affaire permettrait peut-être de se servir du texte de loi comme un véhicule pour faire un bouger, mais il faut qu'on le bâtisse avec consensus sur cette affaire-là, parce que ce n'est pas une petite affaire. Et puis, avec la ministre, chat échaudé craint l'eau froide, certains membres du gouvernement auraient pu aussi présenter ce genre de mesures, et d'aucuns auraient pu dire que le gouvernement met à mal la ruralité en diminuant le nombre de conseillers municipaux dans les petites communes. Parce que parfois, le gouvernement, quand même, ça arrive, parfois, peut subir quelques procès d'intention sur ces intentions, notamment sur les questions territoriales. Donc, s'il y a bien sûr une ambiance consensuelle qui peut se dégager sur tous les groupes, sur tous les bancs, et entre l'Assemblée nationale et le Sénat, je crois pouvoir dire qu'avec la ministre, nous accompagnerons bien volontiers cette affaire-là. Je partage ce qui a été dit sur le maire au panachage comme étant potentiellement victime, chose égale par ailleurs, mais d'une impopularité, et donc effectivement ça permettrait d'y répondre. Sur la question de l'INSEE, je termine par là, comme ça j'aurai terminé sur cette affaire. On peut regarder peut-être, il faut qu'on l'expertise, à peut-être prendre le chiffre de l'année N-1 tel qu'établi par l'INSEE, ce qui donne la visibilité immédiate sur... Enfin voilà, ce sont des choses que l'INSEE ne pourra pas faire beaucoup mieux que de donner les chiffres en décembre. Ça, il ne faut pas leur demander l'impossible. On peut toujours écrire ce qu'on veut dans la loi, mais enfin, si derrière ça se traduit par une impossibilité de le faire, on affaiblit tout le dispositif. Peut-être en revanche prendre notre élan 12 mois auparavant et arrêter le compteur 1 an avant le renouvellement et que ça sert de base de référence au calcul pour le faire. C'est quelque chose que je vous propose, si Jacqueline Gouraud est d'accord, d'expertiser. Je pense que c'est la formule la plus pertinente. Je crois. Ça nous permet effectivement d'avoir un univers stable, d'autant plus que la population peut passer au-dessus d'un seuil au 31 décembre qui précède les élections de mars suivant et repasser en dessous du seuil au 31 décembre de l'année suivante. Donc, en tirer des conséquences pour les 6 années, ça n'a pas un très grand intérêt. Non. La population de référence peut fort bien être celle de l'année précédente. Ouais.